I'm Hannah Friedthal. I'm here at NYU. And our first speaker today is Professor Eugène Nicole, professor of French literature, thought, and culture at NYU. He has written extensively on literary onomastics. A Proust scholar, he collaborated on the Pléiade edition of À la recherche du temps perdu and has produced annotated editions of À l'ombre des jeunes filles en fleurs and Le temps retrouvé for le livre de poche classique. His creative works include L'œuvre des mères, with Joseph Cassel, which won the Joseph Cassel Prize in 2011, Les eaux territoriales, 2013, Le silence des cartes, 2016, Retour d'Ulysse à Saint-Pierre, in 2017, all published by Éditions de l'Olivier, and Le démon rassembleur with POL in 2014. His talk today is entitled Paysages de France et paysages français dans la littérature française du XXe siècle. Dans son livre de 2011, intitulé Dépaysement, Jean-Christophe Bailly évoque une expérience que certains d'entre nous peuvent avoir vécue. Étant allé voir La règle du jeu de Renoir, qui passait dans un cinéma de New York, alors que lui-même y séjournait, il ressent ce qu'il appelle une émotion de la provenance. Ce film, qui loin de chez lui paraît si français, l'amène à s'interroger. Qu'est-ce qui permet de dire cela, tellement français ? Sans retomber dans une cohorte de lieux communs, les pires étant strictement indexés sur l'idéologie, par exemple le pays des libertés, et d'autres, simplement douteux, colportant une sorte d'impensé narcissique, allant des prouesses gastronomiques au fait que les Français seraient cartésiens. J'ajouterai que ces traits d'une spécificité française sont si bien ancrés dans notre imaginaire qu'ils peuvent être utilisés, pour ainsi dire, au second degré, comme ce fut le cas dans une conférence de presse restée célèbre, au cours de laquelle De Gaulle, prenant à partie son auditoire, lui demandait non sans fierté ni roublardise comment peut-on gouverner un pays qui produit 300 fromages. Le titre de ce colloque nous confronte à une francité encore plus problématique puisqu'il s'agit de la nature, French Natures. Ce syntagme, qui appose au mot nature un déterminant culturel, pluralise en outre un terme qui, jusqu'il y a peu, s'employait essentiellement au singulier. Nous savons que sa pluralisation est l'un des enjeux de l'anthropologie contemporaine. En témoigne le titre du tout récent livre de Philippe Descola, Les natures en question. Ce pluriel vise, entre autres choses, à montrer que l'opposition nature-culture n'est pas universelle. Qu'une telle problématique se reflète dans la littérature française du XXe siècle paraît cependant douteux. Interrogé sur son propre rapport au terroir, à la creuse des vies minuscules, dans l'un des entretiens réunis sous le titre « Le roi vient quand il veut », Pierre Michon, élargissant la question à l'échelle mondiale, voit deux grandes tendances. Des auteurs plus ou moins enracinés, impliqués dans une problématique nationale ou humanitaire, qui visent sur l'événementiel planétaire immédiat, et la plupart de ces auteurs sont anglo-saxons, ou du tiers-monde, ou souvent les deux à la fois, et une autre grande catégorie, enracinée dans la lettre seulement, plus frivole, ou plus historienne, flaubertienne. Et c'est dans les langues romanes qu'on trouve le plus d'auteurs de ce type, et notamment en langue française. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'on puisse trouver beaucoup d'occurrences du syntagme « les natures françaises » dans la littérature du XXe siècle. En revanche, la multiplicité des paysages est l'un des clichés qui distinguerait la France de tous les autres pays. Dans son court traité du paysage, Alain Roger cite longuement Oscar Wilde. Qu'est-ce en effet que la nature ? Ce n'est pas une mère féconde qui nous a inventés, mais bien une création de notre cerveau. Et il invoque la fameuse théorie wildienne, qu'il qualifie de révolution copernicienne, selon laquelle les brouillards fauves londoniens qui se glissent dans nos rues, estompent les becs de gaz et transforment les maisons en ombres monstrueuses, ne nous apparaissent ainsi que parce que les impressionnistes les ont peints. Dérivé de pays, le mot paysage, apparu assez tardivement, à la toute fin du XVe siècle, marque ce processus d'artialisation auquel a contribué la peinture flamande et que Roger voit également à l'œuvre dans la colline inspirée de Barès, en dépit du caractère religieux
que lui confère la mystique incantatoire de son auteur. Pour revenir au strict plan lexical, il est certain qu'avec l'adjectif français, au pluriel, on attendrait plutôt des syntagmes tels que région française, site, paysage français ou bien français. La littérature ne manque pas dans sa veine nationaliste ou régionaliste. Il n'est pas question d'en dresser ici le panorama, mais d'examiner quelques textes qui véhiculent ou tentent de déconstruire les clichés qui les accompagnent. Préalablement, considérons cependant deux textes dont les titres, au moins, font écho à celui de notre colloque. Il s'agit des Histoires naturelles de Jules Renard et du Sentiment de la nature au but de Chaumont, important chapitre du Paysan de Paris d'Arago. La majorité des poèmes en prose des Histoires naturelles met en scène des animaux de la ferme ou de la basse-cour dont le comportement est souvent décalqué de la société humaine. Publié dans le recueil de 1901, Le Martin pêcheur, Kingfisher, évoque cette activité qui, sans avoir tout à fait perdu son lien originel avec la subsistance, appartient à la fois au sport et au loisir. J'ai nommé la pêche à la ligne. Et on vous a distribué deux extraits que je vais lire. Ça n'a pas mordu ce soir, mais je ramène une rare émotion. Comme je tenais ma perche de ligne tendue, un martin pêcheur est venu s'y poser. Nous n'avons pas d'oiseau plus éclatant. Il semblait une grosse fleur bleue au bout d'une longue tige. La perche pliait sous son poids. Je ne respirais plus, tout fier d'être pris pour un arbre par un martin pêcheur. Et je suis sûr qu'il ne s'est pas envolé de peur, mais qu'il a cru qu'il ne faisait que passer d'une branche à une autre. Ce poème en prose, que Ravel mettra en musique quelques années plus tard, pourrait figurer dans les palimpsestes de Genette. Son hypertexte se trouve dans Les Animaux de Buffon. Mais Jules Renard y a ajouté cette anecdote à la fois idyllique et troublante. Aussi domestiquée soit-elle, la nature subsiste ici dans l'altérité d'une résistance ou d'une rebuffade. Ça n'a pas mordu ce soir. Le démonstratif neutre, rappelons-le, s'emploie pour désigner un être ou une chose qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas nommer. Ici, le poisson, absent du texte, mais qu'on entend dans le verbe ramener, là où l'on attendrait plutôt ressentir, éprouver. À défaut de poisson, je ramène une rare émotion. C'est à la nature, en revanche, que dans le second verset est dévolu le rôle actif. L'intrusion de l'oiseau sur l'instrument même du pêcheur, qu'il s'en rende inopérant et doté de traits végétaux. Il semblait une grosse fleur bleue au bout d'une longue tige. Métonymie de la nature, le martin pêcheur n'appartient pas moins à l'espace du chez nous, quoique dans une position exotique. Nous n'avons pas d'oiseau plus éclatant. L'effet de sa méprise sur le pêcheur, tout fier d'être pris pour un arbre, est donc rehaussé par sa beauté naturelle, et nous noterons que cet effet s'exprime dans un simulacre de métamorphose, faisant de cette histoire naturelle une histoire extraordinaire. L'opposition de la ville et de la nature a donné lieu à des greffes semblables. Elles peuvent être humoristiques, divertissements de dandys ou de voyageurs blasés. Valéry Larbaud, l'un des plus grands prosateurs de la première moitié du XXe siècle, dont on connaît surtout le cosmopolitisme, rappelle dans Jaune, bleu, blanc, 1927, s'être amusé à faire, lors d'un certain mois d'août, une saison de 21 jours aux Champs-Élysées, considérée comme station thermale. Une autre fois, une cure d'air sur les flancs de la montagne Sainte-Geneviève, et avoir même rêvé d'un livre, produit d'une expérience identique, intitulé « Une lune de miel dans la Suisse italienne des buttes Chaumont ». C'est ce que semblerait aussi annoncer le sentiment de la nature au but de Chaumont d'Aragon. Or, il n'y a pas pour Aragon de paradoxe à éprouver le sentiment de la nature dans l'œuvre totalement artificielle d'un paysagiste qui est de surcroît un site urbain. Car ici, comme à Central Park l'ont voulu Olmsted et Calvert-Vaux, chaque grain de l'espace porte sens. Mais le sentiment dit de la nature qui émane des buttes Chaumont
est de l'ordre du mystère, comme celui du passage de l'opéra qu'il prolonge. Certes, la promenade appartient au mythe de Paris, abondamment tissé au XIXe siècle par Hugo, Balzac, Baudelaire, Eugène Sue, Zola, etc. Aragon reconnaît d'ailleurs cette filiation en se disant ivre encore de l'alcool romantique et prêt à réciter au but de Chaumont le lac de Lamartine. Mais alors que le bois de Boulogne est pour lui un lieu sans énigme, les buttes Chaumont secrètent un mystère, d'ailleurs accentué par le fait que la promenade commence dans une nuit embrumée. Comme l'a noté Michel Meyer, le sentiment de la nature se soumet ici à une évolution historique dont Aragon retrace poétiquement les différentes étapes. La nuit de nos villes ne ressemble plus à cette clameur des chiens des ténèbres latines, ni à la chauve-souris du Moyen-Âge, ni à cette image des douleurs qui est la nuit de la Renaissance. C'est un monstre immense de tôle, percé 1000 fois de couteau. Le sang de la nuit moderne est une lumière chantante. On se souvient du scandale que suscita en 1919 l'attribution à Proust du prix Goncourt par 6 voix contre 4 au très patriotique Croix de bois de Roland d'Orgelès. À la recherche du temps perdu est l'exemple d'un roman dont, sans y tenir évidemment le rôle principal, le signifiant France est un paradigme intermittent et complexe. Il a un site qui, plus que Combray, est une église, implantée dans la campagne, comme l'indique son nom, de Saint-André-des-Champs. Église si française, s'exclame le héros, désignant ainsi une sorte de foyer qui irradie sur tout le bassin de Combray, depuis les chambres de province où l'atmosphère tient en suspens les odeurs naturelles de la campagne voisine, et où les yeux de la duchesse de Guermantes sont un ciel d'Île-de-France. Foyer d'où naissent les Français de Saint-André-des-Champs, seigneurs, bourgeois et serfs, respectueux des seigneurs ou révoltés, 2 divisions également françaises de la même famille, sous embranchement Françoise et sous embranchement Morel, d'où 2 flèches se dirigeaient pour se réunir à nouveau dans une même direction qui était la frontière. Il s'agit évidemment de l'époque de la guerre. Cela ne signifie d'ailleurs nullement, soit dit en passant, que Proust épouse le nationalisme aveugle qui règne alors, comme le montre sa critique des journaux, et la leçon de relativisme qu'il donne sur le bon droit des 2 parties belligérantes. À l'exception de l'épisode de Venise, À la recherche du temps perdu se déroule entièrement en France. Une France qui, comme l'a montré dans la géographie de Marcel Proust André Ferré, le premier critique à percevoir l'importance de l'espace dans le roman proustien, ne coïncide pas avec le pays réel. Cependant, à ce bassin de Combray, qui dans son paysage de plaine du côté de chez Swann et son paysage de rivière du côté de Guermantes, présente 2 variantes types du paysage français, s'oppose Balbec, dont nous a parlé hier Hannah Frithol en se concentrant sur sa plage. Le cas de Balbec est particulièrement intéressant. C'est d'abord un lieu imaginaire, c'est-à-dire rêvé, soi-disant d'après son nom, mais en fait, selon un bricolage que le jeune héros a fabriqué à partir d'un propos de Legrandin, qui l'a dépeint comme la véritable fin de la terre française, lieu qu'enveloppe 6 mois de l'année le linceul des brumes en face du royaume éternel de la mer et des ombres. C'est donc par excellence le lieu de la nature, où décidément, façonné au moule de l'opposition nature-culture, je pourrais dire déjà façonné à ce moule, le jeune héros avoue que, par tous les sentiments qu'elle éveillait en moi, la nature me semblait ce qu'il y avait de plus opposé aux productions mécaniques des hommes. L'arrivée à Balbec et tout le séjour qu'il y fait avec sa grand-mère vont voir s'effondrer une à une ses préconceptions. Les représentations imaginaires sont d'abord expulsées du nom de Balbec, dont, loin d'être battue par les flots, l'église se trouve à l'intérieur des terres, tandis que se substitue au royaume de la mer et des ombres la réalité d'une station balnéaire moderne où règne le soleil et dont, grâce au peintre Elstir,
le héros découvrira la beauté, celle des yachts, des courses de chevaux, des régates, des toilettes et même des usines. Mais, nous sommes ici en plein impressionnisme, c'est toute la distinction entre la nature et le produit de l'industrie humaine qui s'efface, Elstir voyant aussi bien dans une falaise une église que dans une église une falaise. Cependant, à cette transformation des codes esthétiques du héros s'en ajoute une autre, centrale à notre propos, puisqu'elle concerne la modification de notre vision du territoire. Elle s'illustre dans les promenades que fait le héros autour de Balbec en automobile. Le motif est central à la genèse de la recherche. Il est déjà le sujet d'un important avant-texte de 1905. Avec l'automobile, la Terre peut être embrassée davantage dans sa réalité géographique, et l'illusion que chaque promenade était un univers qui excluait tout le reste et où on ne se rendait que par des chemins qui n'appartenaient qu'à lui doit s'évanouir. Alain Roger a donc raison de dire que Proust a aussi contribué à l'histoire du paysage. Il faudra dès lors lui pardonner d'être le parrain d'un des poncifs de la géographie de la France, déjà signalé, selon lequel, derrière l'apparence de l'unité issue de la construction monarchique et de la Révolution, la France est constituée d'une mosaïque de paysages dont la variété ne se rencontre pas ailleurs. Cette citation est de Fernand Braudel. Jean-Robert Pitt, historien du paysage français, écrit pour sa part « La traversée de la Sibérie ou du Nouveau Monde, où les unités paysagères sont vastes et monotones, est le voyage le plus déroutant que puisse faire un Français. L'Hexagone tiendrait largement dans le Middle West américain, gigantesque gouffre où s'imprime le quadrillage cadastral du township. Tout au contraire, la France, même pour le randonneur à pied, offre au regard une palette nuancée. Tantôt brusquement, tantôt imperceptiblement, le paysage change sans cesse et la géographie régionale s'épuise à diviser le territoire en parcelles à peu près homogènes. En ne retenant que le critère agricole, on s'accorde à y reconnaître près de 600 régions entre lesquelles les différences sont manifestes. Sa francité ne préservera pas Combray de la destruction. On peut même penser qu'elle en est la cause symbolique. Tandis que Proust intègre la Grande Guerre à son roman, il déplace Combray de la proximité de Chartres à celle de Reims pour qu'il figure sur la zone des combats. Le raidillon des Aubépines, où s'étaient rencontrés Gilberte et le héros, est devenu la fameuse Côte 307, dont le nom revint si souvent dans les communiqués, écrit Gilberte Swann à Marcel. Marcel, ça peut peut-être pas Marcel, mais enfin c'est par simplification, en 1914 et 1916. Allemands et Français se partagent ce village, dont l'antique église sera détruite, qui devait devoir durer toujours. Tout ce mélange d'histoire survivante et d'art qui était la France se détruit, dit M. Charlus, rencontré lors d'une déambulation nocturne dans Paris. Il n'y a plus guère alors qu'un Saint-Loup, resté intelligent et artiste, qui note, avec un goût, dans les lettres qu'il adresse au héros, des paysages, pendant qu'il est immobilisé à la lisière d'une forêt marécageuse, mais comme si c'était pour une chasse au canard. La défiguration de la douce France, à un degré encore impensable, va évidemment influencer la poésie des années 40 et de l'après-guerre. Le même Aragon, qui au début du Paysan de Paris nous annonce déambuler dans le mystère des buttes Chaumont pour y sonder ses propres abîmes et déclare plus loin « La nature est mon inconscient », a été aussi l'un de ces poètes qui, durant la Seconde Guerre mondiale, comme le résume Michel Collot dans Paysages et poésie, cherchèrent à rejoindre la réalité douloureuse du pays occupé, cette France rendue méconnaissable par les bombardements, mais qui, pour en chasser l'étranger, lui donnèrent un visage idéal et typiquement national, élaborant ainsi le mythe collectif d'un paysage français qui incarne les charmes et les vertus du pays. En fait, il faudrait distinguer ici entre les poèmes de la déploration, au rang desquels figurent les poèmes de la France malheureuse de Supervielle, les charniers de Guy Vic, les grands poèmes d'Aragon, comme J'ai traversé les ponts de C, Richard de Quarante, ou Les lilas et les roses, d'une part, et d'autre part, les textes tissés de clichés
comme ce poème d'une rare complaisance, précisément intitulé Paysages français, que commit Paul Claudel en 1939. La rivière, sans se dépêcher, arrive au fond de la vallée, assez large pour qu'un pont la traverse d'un seul bond. Le clocher, par-dessus la ville, annonce une heure tranquille. Le dîner sera bientôt prêt, tout le monde l'attend, au frais, on entend les gens qui causent, les jardins sont pleins de roses, le rose progresse et propose l'ombre rouge en l'ombre rose, la campagne fait le pain, la colline fait le vin, c'est une sainte besogne, le vin c'est le vin de Bourgogne, le citoyen fort et farouche porte son verre à sa bouche, mais la foule pousse affairer sa poulaille au poulailler, tout le monde a fait son devoir, et voilà, jusqu'à ce soir, le soleil dit, il est midi. Le temps me manque pour parler ici de la littérature régionale, qui, selon les spécialistes, a d'ailleurs peu apporté à la connaissance de la diversité régionale de la France, sauf dans certains romans de la fin du XIXe siècle, parmi lesquels on notera les romans berrichons de George Sand, dont Proust ne pensait pas grand-chose d'ailleurs, l'œuvre d'Alphonse Daudet, de Maupassant, de Mistral et des Faits libres. On peut en voir une résurgence au XXe siècle chez Barrès, Giono ou Gracq. Et il n'est pas du tout certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on assiste à son retour avec ces écrivains de la Creuse, dont le plus original est sans doute Pierre Michon. Le sujet de ce livre est la France, annonçait la première phrase du dépaysement de Jean-Christophe Bailly, par un extrait duquel j'ai introduit cette communication. Dans le chapitre 18, il se demande par quel cheminement on peut rassembler sous le même toit nominal, la France, des ensembles de tonalités aussi divergentes que celles qui opposent au sud-ouest le nord et le nord-est, où tout serait triste, gris, misérable. Il s'agit pour ainsi dire d'une œuvre ouverte, ou plutôt rhizomatique. Le choix des lieux ou des espaces que l'auteur visite ou parcourt n'étant déterminé par aucune hiérarchie touristique, le tourisme est pour Bailly un fléau, mais par des sortes de signaux qui viennent des lieux eux-mêmes, signaux d'autant plus insistants que grâce à son travail d'enseignement à l'École nationale de la nature et du paysage, Bailly se retrouve souvent sur les routes, porté par la nécessité d'interpréter comme un apprenti musicien la partition de ce qu'il voit. Le pays, écrit-il, peut-être est-ce d'abord dans ces trames secrètes et dans leur retour latent qu'il se rend présent et s'entr'ouvre, non comme une masse ou une citadelle d'identité et d'acquis, mais comme une formation inachevée, une esquisse, le contraire de tout repli, de toute académie, de tout patrimoine. Exceptionnellement, c'est un site célèbre qui retient l'attention du promeneur, comme le pont du Gard, dont, du moins en basse saison, le fléau touristique n'a pas entamé la sensation de solitude retirée et qu'on découvre avec un sentiment identique à celui que Rousseau décrit dans le livre 6 des Confessions. Ou bien c'est une région dans son rapport au reste du pays, le décalage sensible entre la Bretagne et le reste de l'Hexagone, marqué par un ensemble de traits géographiques, géologiques, historiques, iconographiques, religieux, linguistiques. L'Alsace, où tout ce qui se trouve à l'ouest du col de Saverne s'appelle l'intérieur, ce qui nous vaut cette mise au point. Deux types de limites doivent être prises en compte ici, ceux qui concernent des lignes de fracture interne au paysage français, par exemple ceux qui répondraient à la question « Où commence la Bretagne ?», et ceux qui, malgré des forces centrifuges qui ne sont pas toutes désactivées, maintiennent qu'il y ait un intérieur et qu'il ait, en principe au moins, une relative unité. Écornant au passage le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe essentiellement de l'extérieur d'ailleurs, dans un autre chapitre, l'absurde ministère de l'identité nationale, je ne pense pas qu'il existe encore depuis, Jean-Christophe Bailly parle d'une joie de la limite qui s'efface, bien entendu, dans tous les cas où la frontière devient mûre et dans ceux où elle représente simplement un interdit soutenu par une violence d'État. Idéologie, politique et art de vivre s'entrelacent dans l'analyse des jardins ouvriers de Saint-Étienne, plus nombreux que partout ailleurs en France, petite surface concédée aux travailleurs pour des motifs philanthropiques sans doute ambigus,
mais qui, sur les franges de la ville, entonne un chant très léger, peut-être en train de disparaître. Sans jamais procurer la moindre impression d'érudition, Dépaysement, œuvre d'une grande beauté littéraire, doit évidemment beaucoup à la profession de son auteur. Mais celui-ci fut d'abord un écolier qui se souvient de ces cartes de l'Hexagone provenant en droite ligne de la pensée de Vidal de la Blache, elle-même liée à l'idéologie de la Troisième République, suspendue dans les salles de classe où dominait celle simple du relief et des principaux fleuves de l'Hexagone. Plusieurs chapitres de dépaysement sont consacrés à ces cours d'eau. Nous sommes-nous jamais avisés qu'aucune des lignes majeures du réseau hydrographique français n'est orientée vers l'est? La grande majorité des fleuves et des rivières de France s'orientent soit vers l'ouest, c'est la destination océanique, soit vers le sud, comme le Rhône et la Saône, soit encore vers le nord, comme la Meuse, la Moselle ou le Rhin. Il est notoire qu'une antinomie oppose Toulouse à Bordeaux. Pourtant, reliées par la Garonne, qui descend des Pyrénées, ces deux villes, si différentes, préfèrent s'ignorer. Mais savons-nous que pour permettre au saumon de descendre ou de remonter la Garonne, malgré une sorte de barrage placé entre le pont Saint-Pierre et le pont des Catalans à Toulouse, on a aménagé, sous le niveau de l'eau, une passe à poissons. Dans un chapitre intitulé « Quelle est petite la Seille », Bailly rappelle ou nous apprend qu'après la guerre de 14-18, la frontière entre la France et l'Allemagne épousait, pendant un bon nombre de kilomètres, le cours de cette rivière si étroite qu'un petit Français pouvait jeter une pierre en Allemagne et vice-versa. La fascination de Bailly pour les cours d'eau est sans doute à mettre en rapport avec son refus de la caractérisation rigide des clichés, peut-être, dit-il, parce qu'à l'histoire, la rivière apporte la contrepartie d'une temporalité plus longue et comme indifférente, avec cette étrangeté qui veut qu'ayant façonné tout ce qu'on voit autour d'elle, fabriquant donc le pays, la rivière ou le fleuve ne s'y arrête pas. Le chapitre qu'il consacre aux sources de la Loue rappelle que cette source fut le premier site français classé grâce à l'action de Charles Bocquier, député radical socialiste du Doubs, qui s'opposa au propriétaire d'un moulin qui voulait la faire passer dans une conduite forcée, action qui, débouchant sur la loi Bocquier de 1906, donna une portée nationale à ce type, tout nouveau alors, de protection de l'environnement. Cette opposition générique entre l'incontrôlable de la source et le conduit dans lequel on avait voulu la discipliner, entre le turbulent et le géométrique, ces conflits, conclut Bailly, structurent ce qui nous a fabriqués. Ces errements, ces tensions, ces oscillations, et non pas la domination d'un seul versant, comme le répète sans fin la Vulgate, selon laquelle la France serait entre tous le pays de la mesure. Et pour conclure, en opposition avec le paysage français de Claudel, je citerai le début du poème de René Char, qui lui aussi invoque une rivière, la Sorgue. Rivière trop partie, d'une traite, sans compagnon, donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion.